Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de buts sur balle qui est plus élevé et par une bonne marge. On parle de 15 à 20 % de plus de buts sur balle cette année. Est-ce que c'est les reprises vidéo qui créent la majorité de cette augmentation-là? Oui. Écoute, il faut faire le lien. On n'a pas le choix, là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau et Mark Griffin avec vous aujourd'hui. Une petite précision, la chronique techno avec Jean-Michel Arsenault. Nous vous la présenterons à nouveau la semaine prochaine. Jean-Michel est en voyage à l'extérieur présentement. N'ayez crainte, il y aura des choses fort intéressantes au menu la semaine prochaine. On commence avec, évidemment, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. L'alignement des sujets est une présentation de Lester. C'est le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Peu importe l'occasion au stade devant la télé, entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre smoked meat. Marc, la liste des blessés chez les Blue Jays de Toronto s'allonge en fait dans l'Est de l'Américaine, sans dire que les Yankees sont en train de se sauver. On disait à peu près la même chose l'année passée. On va se garder une petite gêne. Là, pour les Blue Jays, la profondeur est mise à très, très rude épreuve. Oui, écoute, effectivement, c'est drôle, hein, comment ça change vite. Je veux dire, on était début de camp d'entraînement, on se disait, mais ma foi, tous ces gars-là vont avoir leur manche lancée, il y en a trop, va falloir prendre des décisions, puis là, petit à petit, on s'aperçoit que Bieber était pas prêt, on s'aperçoit qu'Ian Savage avait des petits problèmes, puis là, oups, ça s'est accumulé, il y a eu la nouvelle de Santander, je veux dire, et là, au lieu d'arrêter, là, ça s'est poursuivi. Des saisons de baseball, Alain. Comment prévoir ça? Tu sais, comment prévoir des blessures? Comment anticiper? Je sais qu'il faut aller chercher de la profondeur dans une organisation. Mais là, ça dépasse. On embauche Patrick Corbin. Mais écoute, si tu m'avais dit au mois de mars que les Blue Jays allaient embaucher Patrick Corbin, je dis, voyons, ça n'a aucun sens. Fait que ça change vite. Ça change vite. Là, la blessure de Kirk aussi, Alain, qui expose peut-être le fait que, j'ai rien contre Tyler Hanneman, il fait un bon travail, mais il est vraiment un second. Alors que tu as l'impression que de plus en plus d'équipes, ils vont de 2 receveurs. Je sais que Will Smith, c'est le receveur principal, mais tu sais, avec les Dodgers, mais on est capable, on a fait les Tigers dimanche soir, ils ont 2 receveurs qu'on utilise régulièrement. Parce que si, justement, t'en perds un, oups! Ça devient un petit peu plus difficile. On a eu le duo Jansen et Kirk à un certain moment donné chez les Blue Jays. Ouais. Mais donc là, ça expose. Puis, ce qui fait que ça expose davantage, c'est que Barger ne frappe pas du tout. Il y a des gars qui doivent produire au minimum qui ne le font pas. Ça fait apparaître toute l'équipe comme, écoute, Alain, on avait un calendrier parfait là, du côté des Blue Jays. On balait les A's, puis là, on affronte coup sur coup des séries contre les Rockies et les White Sox. Et là, on se retrouve à jouer un match sous la barre des 500. Regarde, il y a une façon de voir les choses pour rebondir, c'est regarde-toi dans le miroir, puis faut produire. Là, puis là je parle individuellement là, de chacun des joueurs. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est sûr qu'à l'attaque, c'est difficile présentement pour les Blue Jays. Marc, on est en bas de la moyenne. C'est pas compliqué là, dans l'attaque là, quand on considère tous les facteurs. Là. Okamoto, c'est très difficile pour lui. Marc, je regardais, c'est un des pires rendements dans les moments importants dans tout le baseball majeur. Trop de retraits sur des prix, il n'y a rien qui se passe quand il est au bâton. Évidemment, tu peux les accepter, les retraits sur des prix, s'il y a un rendement.
Mais il faut croire qu'après un bon début, les lanceurs se sont ajustés à Okamoto. Oui, ce sont les retraits sur des prises qui m'inquiètent un petit peu plus. Ouais. Écoute, c'est près de la moitié là, de ses présences. Là. Il se termine en retrait sur des prises. C'est pas un genou, dans le sens qu'il y a de l'expérience. C'est Alain. ça. J'ai l'impression que Ouais. lui aussi pourrait éventuellement s'adapter. C'est que par le temps qu'il le fait, on protège pas Vlad Guerrero du tout, là, ce qui était supposé être un peu son rôle là, de dire Ouais. bon, on va le placer derrière Vlad, pas loin derrière, pour qu'on puisse ramasser là, tout ce qui reste. Alors, il va peut-être falloir chambouler un peu la formation partante, parce que même Barger, qui est gaucher, est pas capable de protéger Vlad actuellement. Donc, c'est sûr que Guerrero ne reçoit pas beaucoup de bons tirs parce qu'il y a personne derrière qui produit. Là. Il y a beaucoup de touristes présentement au bâton là, chez les Blue Jays. Je pense qu'il faut le noter. Là, Brandon Little, Marc, on a effectué des changements. Brandon Little s'en va dans les mineurs. On a rappelé Joe Mantiply, c'est lui qui va le remplacer à court terme. À long terme, si Mantiply produit, ça aussi, il faut quand même le dire. Tu sais, c'est le principe du sport professionnel, c'est cruel comme ça. Si Mantiply commence à faire le travail, Marc, il ne tournera pas dans le baseball mineur. C'est quelqu'un qui a déjà été choisi pour le match des étoiles avec Arizona, a déjà eu un rôle important pour une équipe qui s'est rendue en série mondiale. Ouais. Je ne dis pas que Mantiply est la solution. C'est juste que ça se peut que ce genre de truc-là arrive. Ouais, puis dans le cas de Little, ça devenait évident, Alain. Ouais. Bon, je sais que les partisans avaient perdu confiance, mais tu avais l'impression que les joueurs aussi avaient perdu un peu confiance et évidemment lui-même. J'espère qu'il va pouvoir retourner au niveau 3A, puis loin des feux de la rampe, puis se refaire une confiance à ce niveau-là. C'est un gars qui avait quand même eu un certain succès dans le baseball majeur, mais c'est pas le début de saison anticipé, et là, ça teste vraiment le caractère d'une équipe. Ouais. Il y a beaucoup de frustration là, à l'intérieur de l'équipe, puis là, on affronte les Dodgers. C'est pas le client le plus facile. Mais il faut pas paniquer. Je sais que on a tendance, dans le monde du sport, mais Alain, il y a 2 semaines, même pas à peine de jouer dans le baseball majeur, là. Il en reste 24 semaines là, de baseball. Alors, on peut tourner la page. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Là. Il y a Acevedo, je vais finir par revenir au jeu. Puis là, après ça, tu vas avoir Berrios qui va revenir au jeu. Puis tranquillement, Bieber va revenir au jeu. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut qu'individuellement, tout le monde, comme j'ai dit, se regarde dans le miroir et se dise, OK, là, faut que je... L'excuse du début de saison, là, c'est du passé. On tourne la page, on recommence un nouveau chapitre aujourd'hui. Oui, écoute, les Blue Jays, c'est pas la seule équipe qui a un début de saison ordinaire. Les 2 dernières équipes dans l'Est, dossier cumulatif pour Baltimore et Boston de 5 et 13. Oui. Là aussi, Alain, je regarde probablement les attaques, hein, que ce soit les Blue Jays, les Red Sox, les Orioles, on marque pas beaucoup de points. Les joueurs qui doivent produire. Et je regardais Pete Alonso, là. Trevor Story, par exemple. Écoute, c'est le nombre de retraits sur des prises, Alain. Ces gars-là, c'est extrêmement élevé. Même Gunnar Anderson, son taux de retrait sur des prises est extrêmement élevé, alors que c'est pas nécessairement un gars qui devrait être retiré sur des prises si souvent que ça. C'est là, tu sais, je regardais Roman Anthony, qui a même mentionné du côté des Red Sox là, que c'était inexcusable. Puis c'est vrai qu'actuellement, là, c'est un peu inexcusable ce qui se passe. Mais Alain, tu perds en équipe, tu gagnes en équipe. Tu sais, à un moment donné, on peut pointer un joueur à gauche, à droite, puis c'est vrai, c'est important, des joueurs comme Alonso, par exemple, ou tu as parlé d'Okamoto avec les Blue Jays. Mais à quelque part, tu sais, faut que ce soit en équipe. Alors, c'est vraiment un test, comme j'ai dit, du côté des Jays, mais c'est la même chose pour le Baltimore et Boston. Un test de caractère. Là, c'est bien beau nous dire que c'est inexcusable, c'est frustrant, mais il faut trouver une solution. Puis les équipes qui s'ajustent rapidement, Alain, c'est les équipes qui vont connaître du succès. Alors que, tu sais, il va falloir trouver des... Parce que c'est partout, là. Tu sais, on peut pas dire que l'aventure Sonny Gray a été parfaite là, jusqu'ici avec les Red Sox. Tu sais, Chris Bassett avec les Orioles, c'est épouvantable, ces 2 départs. Mais il y en a quand même qui font du travail intéressant. Fait que c'est de bâtir sur les petites choses, les petites victoires en ce moment qui va te permettre de pouvoir être encore meilleur. Parce que Boston, c'est pas plus facile. Là, on affronte des Brewers qui sont 7-2. Alors, le défi que des Blue Jays face aux Dodgers, le défi des Red Sox face aux Brewers, c'est la même chose, dans le sens que aucune équipe va faire de cadeau. Là. Alors, il faut vraiment que ça vienne
de l'interne pour qu'on dise « Hey, let's go, on avance. » D'autant plus, Marc, je pense que c'est indéniable, particulièrement du côté de Baltimore, il y en a du talent. Boston aussi, plusieurs prétendaient même que du côté des Red Sox, on avait des acquisitions, avec les acquisitions qu'on avait faites, que la rotation des partants était peut-être la meilleure de tout le baseball majeur. À un moment donné, il va falloir que ça paraisse. Et puis, sur 162 matchs, les chances que ça paraisse sont quand même assez élevées. Tu parlais de Sonny Gray. On ne va pas parler non plus d'un grand succès pour Suarez. Là. La première impression n'a pas été très, très bonne avec les Red Sox. Non. Puis pour une fois qu'on avait marqué une coupe de points, alors écoute, c'est... Non, encore une fois, tu sais, nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouvelle ci. Le joueur, ça peut y prendre un départ ou deux là, avant de se retrouver un peu, mais pendant ce temps-là, c'est que l'équipe perd. Tu sais, à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte dans le baseball majeur. Fait c'est sûr que ces gars-là, comme j'ai mentionné, là, tout le monde doit se regarder dans le miroir et se dire, OK, c'est peut-être moi là, un peu là, qui... Fait qu'il faut élever notre jeu d'un cran à ce niveau-là. Oui, et si on complète avec l'Est, puisqu'on en parle, les Yankees, ça va très, très bien. Dossier de 7-2. Tampa Bay, 4-5. On joue pour à peu près 500. Je pense que c'est à peu près ce qu'on va avoir cette année du côté des Rays. On va être compétitif, mais je ne pense pas qu'on soit capable. Même, ça m'étonnerait beaucoup qu'on termine en haut de 5e. Si on ne va pas plus bas, on est dans une section qui a du talent. Puis les Rays, malheureusement, le talent qu'on avait, on en a laissé aller beaucoup, même si on a acquis beaucoup d'inexpérience. En fait, Marc, je ne sais pas si tu as vu du côté des Rays, Chandler Simpson a frappé 3e en fin de semaine. Les Rays, on tente d'être créatifs tout le temps. Hein? Mais on cherche des solutions. Une chose est sûre du côté des Rays, c'est que si ça va moins bien, je vais te dire une chose, tu n'as pas la même formation. On essaie des affaires, on essaie de vraiment changer pour que ça donne des résultats. Mais bon, tu as raison de mentionner que ça va être une saison un petit peu plus difficile, mais pour l'instant, il va falloir que Baltimore, Toronto et Boston nous démontrent un petit peu plus. Oui. C'est le temps de la question de la semaine. Si vous avez envie d'une bonne pizza, on vous propose Crabtree Pizzeria. C'est une institution dans la Naudière depuis 54 ans. Pour découvrir les 5 succursales de Crabtree Pizzeria, allez sur crabtreepizzeria.com. La question parmi les équipes suivantes, laquelle, selon vous, va se replacer le plus rapidement? Évidemment, les Red Sox. On vous propose les Mariners de Seattle, plusieurs fois même en série mondiale, les Blue Jays, les Orioles, c'est le choix numéro 5. Il y a 2 équipes de la nationale, les Giants et les Cubs. Les Cubs favoris pour terminer premier dans la centrale. Envoyez-nous vos commentaires sur cette question sur notre page Facebook, facebook.com/complet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, c'est juste un court moment là, pour vous souligner notre partenaire principal, Plan de Match. On les remercie. Magnifique boutique de baseball, une à Jonquière et à Boucherville où je me retrouve. Regardez les gants derrière moi. C'est vraiment une sélection incroyable de gants. La nouvelle saison s'en vient. C'est le temps de venir magasiner. Cage de frappeurs également à Boucherville. Donc, Plan de Match, on les remercie. Juste souligner rapidement aussi, là, pour ceux qui s'attendent à la chronique de Jean-Michel, elle sera reprise la semaine prochaine. Jean-Michel a été voir les Red Sox au cours du week-end. Il va nous en parler donc la semaine prochaine. Marc, on va parler un petit peu des tendances au cours des 10 premières journées. À peu près chaque année, dans les premières semaines, l'attaque en baisse. La plupart des observateurs attribuent ça à la température. Là, Marc, moi, ce que j'ai remarqué, principalement, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de buts sur balle qui est plus élevé et par une bonne marge. On parle de 15 à 20 % de plus de buts sur balle cette année. On en a parlé dans le match de dimanche. Qui est favorisé? Bon, nettement, on peut penser que ce sont les lanceurs. Là. C'est une tendance année après année. Les températures froides font en sorte que les statistiques sont à la baisse un peu. Par contre, le nombre de buts sur balle, tu dis, les lanceurs ont besoin de sentir la balle. Dans le froid, c'est moins évident. Puis la température, le printemps est tardif, on va dire ça comme ça, dans le nord des États-Unis. Est-ce que c'est un mélange de cette température froide et également les réclamations demandées par les joueurs
et les receveurs et les lanceurs. Là, évidemment, c'est un peu tôt, mais on a quand même 10 jours avec pas mal de matchs. Je me demande s'il n'y a pas un lien à faire entre le nombre de buts sur balle et le nouveau système de réclamation des prises et des balles. Ben, et premièrement, le baseball n'est pas un sport pour être joué dans le froid. Mm-hmm. Parce que on tient un bâton, on tient une balle. Si on est dans le froid, je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres sports, là, mais c'est vraiment... Tu sais, comme moi, là, Alain, comme frappeur, là, j'espère que le lanceur il a une bonne prise sur sa balle. Il lance 95 000 à l'heure. Mm-hmm. Mais s'il a froid, là, puis il sent pas ses doigts ou moins que d'habitude, puis tu sais, qu'il échappe une balle, tu veux pas ça comme frappeur. Là. Tu veux que le lanceur il soit confortable. Et même si plus il est confortable ou plus il fait chaud, meilleur il est, t'aimes mieux ça quand même. Tu comprends? Puis c'est la même chose comme tes frappeurs. Tu sais, je veux dire, tu sens moins tes mains, tu sens moins tes doigts, un petit peu moins rapide. Fait que c'est pas une excuse lorsqu'il fait froid. C'est plus difficile le baseball lorsqu'il fait froid. Bon, j'ai pas été lanceur. Il y a des lanceurs qui peuvent s'adapter très bien au froid. Mais tu sais, le lanceur, il lance, il reprend, il s'installe, il lance. Il a chaud à quelque part, il est capable de se réchauffer. Le frappeur, il est là, puis il attend. Ça peut être encore plus difficile, tu sais. Alors, puis imagine-toi, tu te fais menotter, là. Ça doit résonner solide dans les doigts, tu comprends? Ouais. Donc, ça pour dire que le froid est un facteur inévitable. Alors, je suis pas surpris de voir que l'attaque, en général, des équipes, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais là, Toronto, il y a un toit. Tout à fait, absolument. Si tu joues à domicile, d'ailleurs, les Blue Jays, lorsqu'ils ont joué à domicile, étaient un petit peu mieux au bâton. Hein. Ça a été pas mal plus difficile lorsqu'ils se sont retrouvés, par exemple, à Chicago. Ça, c'est un point. La zone de prise électronique, c'est intéressant quand même de voir, Alain, les chiffres que tu as mentionnés, parce que c'est énorme. Là. On a 15-20 de buts sur balle de plus. C'est pas rien. Là. C'est vraiment pas rien. D'ailleurs, écoute, on a eu droit à un des matchs, sinon le match le plus long depuis qu'on a instauré les fameux cadrans là, entre les tirs. Ben oui. Un match de 9 manches, Alain, de 3h49 minutes. Mais il y en a eu des buts sur balle dans ce match-là. Et non seulement il y a eu des buts sur balle, pas mal de comptes complets aussi là, qui auraient pu virer en buts sur balle. Est-ce que c'est les reprises vidéo qui créent la majorité de cette augmentation-là? Oui. Écoute, il faut faire le lien, on n'a pas le choix, là. Tu sais, si tu m'avais dit, Alain, c'est 5 bon, tu sais, je suis pas sûr que, mais là, du 15, du 20 les arbitres veulent être meilleurs, même si on expose les moins bons. On a vu des équipes faire des demandes très tôt, où on perd notre contestation. Ça change un peu la philosophie. L'arbitre qui, comme j'ai mentionné, tente de s'ajuster parce que là, ça fait 4 fois qu'on demande de contestation, puis il a tort à chaque fois. Ben là, il s'ajuste, il est peut-être plus serré. Je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle est la raison principale de tout ça, mais certainement que la zone de prise électronique en est pour quelque chose. Moi, je suis pas surpris. 15 à 20 je pense que ça va s'ajuster. L'augmentation va peut-être diminuer, mais qu'il y ait une augmentation, je suis vraiment pas surpris. La raison étant, Marc, quand tu regardes le pourcentage de prise, quand on regarde les statistiques officiellement au cours des dernières années, ça tourne autour de 62-63 %. Si les frappeurs ne s'élançaient pas, on aurait eu un pourcentage d'à peu près 57 %. Tu comprends? Les frappeurs, ben oui, s'élancent sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises. Donc, il y a un 5 % d'écart entre la véritable zone des prises et ce que les frappeurs ont comme zone. 5 %, c'est un tir sur 20 à peu près. Un tir sur 20, est-ce que c'est assez pour faire la différence de 15 %? Peut-être pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a une bonne partie qui est attribuable tu comprends, à l'adoption, c'est-à-dire là, de cette nouvelle méthode là, de contestation des prises et des balles. Donc, moi, je pense qu'il y a ça, mais il y a un ajustement qui va se faire éventuellement. Là, Marc, je te dis 57 %, c'est ça. Évidemment, dans le contexte, ça ne veut pas dire que les lanceurs dans 57 % des prises. On veut fignoler des fois, puis parfois, c'est des balles qui sont lancées à dessein là, pour préparer le tir suivant. Tu comprends, là? S'il n'y avait pas de frappeur, probablement que ce serait 90 % des tirs qui seraient des prises. Mais dans le contexte compétitif,
57 %, ça veut dire que des frappeurs, ben c'est pour ça que Max Muncy l'a très bien compris. Lui, sa zone des prises, elle est plus petite. Les lancers là, avec lesquels il ne peut pas faire contact, il ne s'élance pas dessus. Donc, Ben, tu comprends? puis tout le monde va s'ajuster. Tu as raison. Je pense que ça va se replacer. Il va peut-être avoir une légère augmentation. Mais tout comme, Alain, la philosophie des équipes en lien avec la zone de prise électronique. En ce moment, là, il y a pas mal du n'importe quoi. Là. On a l'impression que les équipes disent allez-y, là, demandez votre reprise. Mais ça a eu un impact déjà au cours des premières séries, Alain. Les équipes qui se retrouvent sans contestation en 8 puis 9e manche, puis whoops, il y a une décision qui change complètement l'allure du match. Fait que j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant d'avoir vraiment des équipes implanter un système, à savoir comment on va utiliser nos contestations. Exactement. Et Baltimore a perdu un match en raison de samedi. Ryan Helsley, c'était une 3e prise, on va se le dire. Là, l'arbitre croyait que c'était trop bas, mais il ne restait plus de contestation. C'était la 3e prise, c'était finale. Les Orioles étaient sur le point de gagner le match et donc le frappeur a eu droit à une 2e chance. Il a frappé un coup sûr qui a créé l'égalité. Les Orioles ont éventuellement perdu le match. Puis dimanche, Marc, on l'a bien vu, on s'est retrouvé à une contestation de chaque côté très tôt dans le match. Puis disons-le, les 2 premières demandes de chacune des 2 équipes n'étaient pas justifiées. Non, puis ça a mis tout le monde sur la défensive après ça parce qu'on n'osait plus. On n'osait plus y aller pour peur de perdre nos contestations. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, là, puis tu sais, le sport, c'est émotif. Je me répète souvent, là, mais c'est émotif. Là, tu es frustré. Voyons, on tape, puis là, peut-être qu'on réalise, j'aurais peut-être pas dû. Alors, c'est pour ça que ça fait partie du jeu maintenant. Il faut se contenir. Oui, exactement. Marc, dans le match Marlins, qui a eu lieu ce dimanche, c'était au Yankee Stadium, c'est un match qui a été retardé. On a décidé, à la dernière minute, de changer d'utilisation de nos lanceurs. Pourquoi? Ben, c'est que Pete Fairbanks, qui est rangé avec les Marlins maintenant, est le releveur numéro 1 de l'équipe, sauf que lui, c'était clair qu'après le match, il s'en allait à l'hôpital, sa conjointe est sur le point de donner naissance à un enfant. Donc, le match étant retardé, puis là, de plusieurs heures, là, le match est terminé en soirée. Et on a décidé, écoute, je ne perdrai pas Fairbanks. Au lieu de le faire lancer en 9e, on va le faire lancer en première manche. Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été pour Fairbanks. Puis, écoute, c'est la première fois depuis 2020 qu'il avait commencé un match, puis on s'entend que s'il a joué avec les Rays pendant un certain nombre d'années, il y avait des bonnes chances qu'il ait été utilisé comme ouvreur à un moment donné. C'est arrivé. Le changement de rôle, Marc, c'est pas fait pour tout le monde. Non, puis surtout pas là, à peine quelques heures d'avis. Là. Puis écoute, honnêtement, je comprends les Marlins. On va l'utiliser. Puis le joueur va dire, ben oui, je vais relever ce défi-là. Mais il y a une préparation différente lorsque tu amorces un match. Puis je sais que le lanceur veut... on va se préparer comme si c'était la 9e, mais comme en première, mais ça marche juste pas comme ça. Puis de toute évidence, ça a pas fonctionné. Mais honnêtement, j'aime cette créativité-là. Ouais. Moi, j'étais d'accord avec ça. On va l'utiliser, puis bon, ça n'a pas fonctionné, mais je trouve que c'est de montrer une belle ouverture. Il y a des organisations que jamais on aurait fait une chose pareille, alors que les Marlins ont décidé de le faire. Et juste une petite parenthèse pour les Marlins, à souligner, il y a 3 joueurs canadiens chez les Marlins. Les 3 vont très, très bien. Otto Lopez va très, très bien. Owen Casey va bien. Hicks derrière le marbre. Écoute, Hicks frappe des circuits. Alors vraiment, ça, c'est le fun. Il y a 3 Canadiens qui jouent de façon quand même assez régulière, mais qui ont un impact. Otto Lopez a été, un début de saison vraiment impressionnant. Donc, les Marlins, il faut quand même les suivre là, avec ces 3 joueurs canadiens. Absolument. Donc, ils ont remporté le match de dimanche, même si ça n'a pas bien été pour Fairbanks. Éventuellement, avec une poussée de 4 points tardivement, les Marlins ont remporté le match. Ça nous mène à la carte de la semaine, ce qui est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. On arrête notre dévolu sur Mickey Hatcher. C'est la collection de Fleer.
1986, la carte numéro 396, une carte qui a été choisie par Alex Martel-Levac, qui est stagiaire présentement chez Sidmar Autoville. Et pour les gens qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi. C'est une carte un peu humoristique, Marc. Je t'ai connu, tu vas nous parler de Hatcher très bientôt. Un gant énorme. Puis pourquoi? Parce que Hatcher n'était pas reconnu pour la qualité de son jeu en défense. On va se le dire, là. C'est un joueur de son époque, Marc, qui carburait par la moyenne au bâton. Repêché par les Dodgers. Par la suite, on l'a échangé. On a obtenu Ken Landreau en retour. Les Twins ont laissé aller. Les Dodgers l'ont récupéré à nouveau. Il a été un rouage important de la conquête de la Série mondiale de 1988. On parle de leader dans le vestiaire, ben, c'en était un, ça. Écoute, c'était pas un gars gêné, puis comme je te dis, tu vas nous en parler, mais c'était un des leaders de cette équipe-là. On peut parler de Kirk Gibson, mais tu sais, Gibson a eu une présence au bâton, peut-être la plus importante de la Série mondiale, mais Hatcher, il croyait à cette conquête de la Série mondiale. Puis regarde, on lui a donné raison. C'est un comique, Marc. C'est un gars là qui... c'est ça, qui ne se prenait pas très au sérieux. C'est le gant qu'on voit, là, puis cette photo-là, regarde, il se moquait un petit peu de lui-même là, de ses carences en défense. Ben, écoute, le terme, moi, c'est un bouffon. C'est un bouffon, puis écoute, c'est drôle parce que tu as parlé de Kurt. La comparaison, j'allais faire avec Kurt Gibson. Kurt Gibson, lui, c'était sérieux. Tout était sérieux, puis il n'entendait pas à rire, puis on joue à balle, puis on est ici pour gagner. Alors que l'autre bord, c'est tout l'inverse. Arrêtons de prendre ça au sérieux. Il prenait ça au sérieux, mais c'est lui qui détendait l'atmosphère. Écoute, il pouvait sortir des affaires là, épouvantables. Tu sais, il pouvait rire des gars, il pouvait les agacer, il pouvait... Tu sais, c'est le genre de gars qui va coller un morceau de tape derrière, puis le gars s'en va à sa position, puis il le voit pas, puis là, tout le monde rit. Puis tu sais, bon, c'était ça, Mickey Hatcher. C'était un bon joueur, c'était un bon frappeur, mais il avait pas l'air d'un joueur de balle. Honnêtement, là, t'arrivais dans les villes, puis tu te promenais, là, puis en équipe, tout le monde arrivait, puis tu sais, dans ce temps-là, t'avais, bon, Gibson, puis Hershiser qui arrivait, puis là, t'avais Mickey Hatcher, puis tu dis, c'est un joueur, lui? C'est-tu tu comprends? Mais il y avait un rôle super là, intéressant et important dans l'équipe. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on le reconnaît aussi par la qualité du joueur qu'il était, mais surtout le rôle qu'il a joué à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, souvent, là, on parle d'esprit d'équipe puis de ci, puis c'est important. Lui, il avait compris ça. Puis son rôle devenait extrêmement important pour les Dodgers à cette époque-là. Oui, écoute, pendant les séries de 1988, là, il a frappé 300 au total. Il a joué 11 matchs. Il y en a un seul où il n'a pas frappé de coup sûr. Il a reçu un but sur balle dans ce match-là, donc il était sur des sentiers à chacun des matchs. Puis en série mondiale, il a frappé 368 avec un MPP à 11,37. C'était un des héros obscurs de cette série mondiale. Si Orel Hershiser n'avait pas fait de miracle, c'est probablement Hatcher qui aurait eu le titre de joueur par excellence de cette série mondiale. Oui. Donc c'était notre carte de la semaine, un petit peu spéciale, Mickey Hatcher. C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture et aussi l'initiation au baseball avec les histoires de notre ami Bob McDuff, avec évidemment Baseball Bob, son personnage. Vous pouvez voir ses œuvres au www.baseballbob.ca. Et la dernière œuvre de notre ami Baseball Bob. Baseball Bob et la Grande Évasion. Il y aura d'autres livres qui vont sortir au cours de l'année. Nous vous tiendrons évidemment au courant. Notre profil de la semaine, il a tout un début de saison avec les Dodgers de Los Angeles. On ne parle pas d'Ohtani, on ne parle pas de Freddie Freeman, on ne parle pas de Yamamoto. On va parler d'Andy Pagues. C'est un Cubain d'origine qu'on a embauché à l'âge de 17 ans. Dans le cas de Pagues, se retrouve avec les Dodgers. Et Marc, ça n'a pas bien été en série l'année passée. On va quand même le mentionner. Même s'il y a eu un jeu clé, on s'en rappelle dans le 7e match en défense, n'est-ce pas? Même si les Dodgers avaient peut-être erré dans le positionnement des gars. Juste avant, on avait oublié qu'il y avait 2 retraits puis de reculer nos joueurs. On donnait crédit à Pagues. Il connaît tout un début de saison, Marc, démontrant ainsi non seulement le fait qu'on a beaucoup d'argent, mais la profondeur du réseau de filiales. Oui, puis je me suis fait avoir. Moi, je l'avais dans mon pot l'année dernière.
Et avec les séries qu'il a connues, il fallait que je prenne des décisions. J'ai pas beaucoup de joueurs à garder, puis je l'ai pas gardé. Fait que là, il me fait mal paraître dans ma décision, mais non, je suis très content. C'est un bon joueur de balle. Un bon physique, il est rapide. Tu sais, je veux dire, il a le profil d'un gars qui peut vraiment avoir un impact majeur et une belle carrière, là, parce que c'est un gars qui se déplace, peut jouer au champ-centre, il court bien, écoute, il démontre de la puissance. Et là, en ce moment, ben, on a l'impression que tout a l'air facile pour lui. Tu l'as dit, les Dodgers font tout de la bonne manière. On développe bien, on a un département des statistiques avancées, puis maintenant de l'intelligence artificielle, là, puis on met le plus d'argent là-dedans, on fait les choses comme il faut. Et bien, ça donne le résultat que ça donne. Exactement. Marc, son MPP dans les mineurs est au-dessus de 900. Tu comprends? Donc, la seule chose, l'adaptation qu'il aura probablement à faire à un moment donné, puis je pense pas que ce soit énorme. Dans le baseball majeur, il n'a pas reçu beaucoup de buts sur balle, ce qui est contraire à ses tendances dans le baseball mineur. Est-ce que, donc, j'ai l'impression qu'il y a encore matière à amélioration pour Paguez. Quand il va retrouver une meilleure discipline au bâton, Marc, j'ai comme l'impression que ce gars-là pourrait encore s'améliorer. Et à ce moment-là, Marc, ça va devenir extrêmement dangereux pour les autres équipes. Oui, c'est pour ça que je dis son plafond est énorme. Là. C'est-à-dire que ce gars-là, le potentiel est encore là à être encore meilleur. Puis plus il va jouer, plus il va avoir d'expérience. On a peut-être entre les mains un petit bijou là, du côté des Dodgers. Effectivement, meilleure connaissance des lanceurs, ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand tu parles d'expérience. Exact. Marc, on va parler d'esprit d'équipe ou peut-être de manque d'esprit d'équipe. Là, Casey Schmitt, c'est un joueur d'avant-champ, deuxième but, troisième but à réco, puis là, on le fait jouer au premier but. Et il a mal paru sur certains jeux au cours de la dernière semaine, sur des relais qui arrivaient de Matt Chapman au troisième but. Chapman est reconnu comme un des meilleurs joueurs de troisième but sur son positionnement. Techniquement, ses relais au premier. On compare même cette technique à celle d'un corps arrière au football, ce qui, effectivement, ça peut se ressembler, la façon de positionnement des pieds. Sauf que, Schmitt, là, s'est retrouvé au premier 2 fois dans le même match. La balle est passée outre. Et je ne veux pas le blâmer au complet, Marc, qui jouait peut-être en position. Ça, c'est une chose. Les relais n'étaient pas parfaits là, de la part de Chapman dans les 2 cas. Et là, Chapman a fait savoir en langage corporel et de façon claire et nette, verbalement par la suite à Schmitt, qu'il n'était pas content de la façon que ça jouait. Je ne sais pas, moi, Marc. On ne peut pas traduire mot à mot ce qu'il a dit, mais bon, écoute, il y a plusieurs choses dans cette histoire-là. Premièrement, tantôt, je parlais les joueurs sont émotifs quand on demande les reprises. Un peu la même chose en défense. Chapman est reconnu pour sa défense. On joue dans le baseball majeur. Je comprends que le gars joue en position, mais tu joues dans le baseball majeur. Il y a des jeux qui doivent se faire, je dirais pas les yeux fermés, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux qui doivent être complétés. Clairement, Schmitt n'était pas prêt à jouer au premier but. Puis je dis ça parce qu'Alain, on parle de base au premier but. Un joueur de premier but, au départ, il faut que tu restes grand. OK? Ouais. Et là, tu analyses le relais de ton coéquipier. Alors, si le relais est haut, ben, tu restes grand. Ouais. Alors que là, clairement, un des relais de Chapman est un peu haut. Tu l'as dit, il n'était pas parfait. Pas, là, parfait, là, c'est la hauteur de la poitrine. Ça, c'est parfait. OK? Il est un peu haut. Alors, au lieu de rester grand, ben, il a fait comme le réflexe qu'on a au premier but, c'est qu'on va faire un pas vers l'avant. Et le pas vers l'avant fait en sorte que là, oups, on ratisse. Ouais. Et là, ben, on est obligé de mettre la main très haute, mais c'est parce que là, on ne voit plus la balle. Et là, donc, il a manqué la balle. C'est quand même un jeu de base. Fait que, je peux comprendre la frustration de Chapman. Bon. Ouais. C'est un jeu de base, avec Chapman, c'est que tu peux pas faire ça. Oui. Quelques lancers à peine après, on se retrouve tout le monde au monticule et on s'en va lui dire attrape la balle 2 fois. Là. Je pense que Schmitt savait qu'il n'a pas fait le jeu. Moi, ce que j'aurais aimé, 2 choses dans le cas de Chapman.
si tu décides d'y dire maintenant, et on le voit souvent maintenant, tout le monde met son gant dans son visage parce qu'on ne peut pas lire les lettres. Ça aurait été déjà une petite gêne on aurait pu se garder pour dire « Hey, écoute, attrape la balle, chef, là. Ça n'a pas d'allure, c'est bon. » Mais dans le meilleur des cas, prends un grand respire, là, prends un grand respire, puis tu vas voir que peut-être à la fin de la manche, c'était pas si pire, on s'en va au banc, puis là, ça va nous donner une tape dans le dos, puis écoute, regarde, il va falloir travailler là-dessus, puis tout ça. Parce que Chapman l'a dit après le match, il dit, j'avais pas d'affaire à faire ça, c'est sur le coup, puis c'est normal que ces choses-là arrivent. C'est juste que, comme un professionnel comme Chapman, doit savoir qu'il y a à peu près 25 caméras après lui, là, ou en tout cas qui regarde vers le monticule puis qui fait ça. Donc, c'est sûr que pour Schmidt, c'était pas idéal, mais il y a des choses à apprendre de ça. T'sais, apprenons de nos erreurs puis faisons en sorte qu'on poursuive. Mais je peux comprendre dans la situation dans laquelle Chapman se retrouvait. C'est juste que là, il doit apprendre à pas démontrer ça devant tout le monde. Oui, c'est un jeu de base, Marc. C'est un jeu de base pour quelqu'un qui joue au premier régulièrement. Regardais, ce gars-là a joué 3 matchs au premier but dans le baseball mineur. Ben écoute, 12 départs l'année passée. Si tu mets son nom dans la formation et tu le mets au premier but, j'espère qu'on a fait le minimum. Puis le minimum, là, c'est d'y montrer comment arriver d'être au premier but. Ça, c'est le minimum. Là, est-ce qu'il faut qu'il le fasse? C'est pas évident. Je veux juste dire que si tu mets dans la première semaine de la saison, là, tu mets un gros premier but, j'espère qu'il y a eu un minimum d'enseignement. Je suis pas là, j'ai pas vu ce qui s'est passé avec les Giants, mais ça reste un jeu de base. Ça reste un jeu de base qu'on a, tu sais, que ce soit dans le 15U, là, on va enseigner ça. C'est sûr que si le petit gars a joué 3 matchs au premier but, on va l'excuser. Ça reste un joueur du baseball majeur. C'est juste ça, moi, qui me pétille un peu, là. Bon, écoute... parce que même moi, Alain, là, je fais une parenthèse, même pas un premier but, moi, là je n'ai pas le profil d'un premier but, mais c'est quelque chose que je sais, là, tu sais, je le sais. Tu es un joueur professionnel dans les ligues majeures. Tu sais, je sais pas. Je trouve que l'excuse est un peu facile de dire qu'il n'a pas joué là souvent sur un jeu comme ça. Tu sais, tu me dis, la première fois qu'il va jouer au champ gauche de sa vie puis il a pivoté du mauvais bord, je vais le comprendre. Parce que c'est une réaction. Là, c'est comme une technique qui n'a pas été exécutée. Bon, on verra pour les Giants, Schmidt et si on va s'ajuster de ce côté-là. Marc, je sais qu'il n'y a pas de films Superman qui sont sortis au cours de la fin de semaine, mais à Anaheim, écoute, ceux qui ont assisté au match de samedi soir impliquant les Angels contre les Mariners de Seattle, ont eu droit à tout un spectacle. Joe Adell qui a volé 3 coups de circuit. D'ailleurs, Marc, je ne sais pas si tu as vu, mais dimanche, sur le tableau des Mariners, c'était écrit comme plan de match, frapper la balle ailleurs qu'au champ droit. Bon, Joe Adell, au cours du même match, qui a volé pas 1, pas 2, 3 coups de circuit, dont un en 9e manche, qui a fait en sorte que les Angels ont emporté. Puis, c'était pas des catchs faciles là, pour Adell. Ben, c'est ça que j'allais dire, Alain, c'est que le taux de difficulté là, de ces catchs-là, là, c'est énorme. Dans une saison, là, tu voles un circuit, tu es content. Tu en voles un. Tu en voles 2, c'est encore mieux. Tu en voles 3, c'est encore mieux. Puis là, tu le fais dans le même match. Écoute, je veux dire, c'est phénoménal. Puis encore une fois, là, je vous le dis, là, le taux de difficulté d'attraper une balle par-dessus une clôture, là, c'est que là, la balle est frappée de toute évidence d'aplomb parce que ça risque d'être un coup de circuit. Donc, il faut que tu pivotes du bon côté. Il faut que tu négocies avec une piste d'avertissement. Il faut que tu négocies avec une rampe. Il faut que tu te synchronises avec le saut. Il faut faire attention pour pas que ton bras accote trop la clôture parce que là, tu vas être coincé. Fait qu'il faut que tu sois assez haut. Et je veux dire, je pourrais nommer un paquet de choses qui fait que ces 3 jeux-là sont exceptionnels. Dans un même match, là, écoute, c'est quelque chose. Je ne comparerai pas ça à 2 grands chelems dans la même manche de Fernando Tatis Senior, là. Mais ça reste que c'est un exploit quand même vraiment, vraiment phénoménal dans le cas de Joe Adell. Regarde, en plus, son équipe a gagné. C'était parfait. C'était vraiment très, très spectaculaire, Marc, ce à quoi on a assisté là, dans, écoute, ces 3-là. Puis le dernier, il y a quelques photos qui ont été prises, Marc,
il y a un spectateur qui était derrière, en fait, Joe Adell et Joe Adell qui monte parce qu'il est allé dans les estrades. Il y a plusieurs qui se demandaient est-ce que c'est un coup de circuit parce qu'il a capté la balle, puis son corps l'a emmené vraiment chez les spectateurs. Puis la règle, ça a été un catch. Ben, c'est un catch, c'est que il faut que tu attrapes la balle où ton corps est encore à l'intérieur du terrain. Tu peux pas, mettons, qu'Adel saute par-dessus la rampe, puis là, finalement, attrape la balle. Ça, évidemment, il n'y aurait pas de coup de circuit. Mais là, son corps était, il a sauté, il a attrapé la balle, puis en l'attrapant la balle, c'est là qu'il a bifurqué par-dessus la rampe. Là, évidemment, ça compte comme un coup de circuit à ce niveau. Pardon, à ce niveau-là. Oui. Donc, chapeau à Joe Adell pour le spectacle qu'il a donné à ceux qui ont regardé le match samedi. Marc, tu voulais absolument qu'on parle du repêchage de 2024. Il y a 2 ans, ces gars-là étaient la plupart, la première ronde, là, la plupart étaient dans les universités, quelques-uns à l'école secondaire. Et déjà, il y en a plusieurs qui ont gradué dans le baseball majeur. On fait une liste maintenant. Le tout premier choix avait été Travis Bazzana. Il est dans le 3A présentement. C'est un Australien. Et il va bien. Oui, effectivement. Et tu regardes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 joueurs dans le lot qui ont commencé déjà dans le baseball majeur. Certains ont un impact. Nick Kurtz, assurément. Cam Smith également. Tree et Savage. Benj est avec les Mets de New York. Chase Burns, Marc, ce qu'on a vu de lui depuis le début de l'année, qui semble remplacer Hunter Green de façon assez adéquate, merci. Bref, puis je regardais dans les 10 premiers, il y avait 3 joueurs qui venaient de la même institution, Wake Forest. Marc, Wake Forest n'a même pas fait la série mondiale universitaire là, en 2024. Ça démontre quand même la profondeur du talent qu'on retrouve au niveau universitaire. On en a parlé souvent, mais ça témoigne de l'amélioration de la formation à ce niveau. Bien, ce que ça expose, Alain, puis on en a parlé beaucoup dans les 2, 3, 4 dernières années dans nos reportages à RDS, c'est que le baseball se rajeunit, puis les joueurs sont de plus en plus prêts à faire le saut rapidement. Mm-hmm. Là, écoute, tu parles du repêchage de 2024. Ouais. On est à peine 4 mois là, de 2026, puis on a déjà tous ces joueurs-là qui ont un impact, puis qui vont avoir un impact. Tu sais, tu parlais de Bazzana tantôt. Regarde, je veux dire, on sait que le repêchage, c'est pas une science exacte, là, mais là, Alain, avoir cette liste-là de 2024, puis ces gars-là arriver déjà aider leur équipe, moi, je trouve que c'est un message qui est fort, là. Un message qui est fort pour les universités, puis pour les dépisteurs. Ça va faire en sorte, Alain, qu'il va y avoir encore un peu moins de joueurs qui vont provenir des premières rondes, je parle, là, mais qui vont provenir des écoles secondaires. Oui. Parce que là, on n'a pas à former ces gars-là, là, dans le sens qu'on a à les former, mais on passe pas 3-4 ans dans le A, dans le 2A, dans le 3A. Non. Un petit peu de temps dans la ligue mineure pour s'ajuster au baseball professionnel, puis paf! Écoute, ça change complètement le portrait. Là. Le paysage du baseball professionnel mineur change. Ça, on le savait déjà parce qu'il y a moins d'équipes, il y a plus d'équipes dans les ligues professionnelles indépendantes. Mais Alain, de voir autant de gars dans un même repêchage, 1 an et demi plus tard, avoir un impact de la sorte, moi, je trouve que là, tout ce qu'on pensait, puis tout ce qu'on se disait que les jeunes arrivent de plus en plus près, ben là, c'est confirmé, là. C'est une confirmation de cette nouvelle génération de jeunes joueurs. Bravo au programme universitaire qui produit, qui prépare ces gars-là. Et moi, écoute, comme, mettons, si j'étais un dirigeant du baseball majeur, je serais emballé par ça parce que, écoute, si on repêche bien pendant 2-3 ans, imagine-toi, là, tu peux avoir un impact immédiat sur toute ton organisation pour à peine 3-4 ans plus tard. Alors moi, je trouve que ça met peut-être un peu plus de pression sur les dépisteurs. Il faudrait en parler à Alex Agostino, mais faut pas se tromper, là, parce que il y en a des bons joueurs. Oui. En tout cas, moi, je trouve que fallait exposer ça. Je trouve que ça change vraiment, comme je l'ai mentionné, le portrait du développement du joueur. Effectivement. Les 6 qui ont, parmi les 10 premiers, Marc, il y en a 6 qui ont fait leur début. Je parlais de Burns et de Kurtz. Les 2 évoluaient justement à Wake Forest. Les autres, Calianon, Weatherholt,
Christian Moore et Connor Griffin, là, qui vient d'être rappelé par les Pirates de Pittsburgh au cours de la fin de semaine. Les 4 qui n'ont pas fait les majeurs, j'ai parlé de Bazana, le tout premier choix. Charlie Condon, tu parlais de joueurs qui vont bien, mais c'en est un. Lui, s'il continue de la sorte, puis ton niveau 3A, va rejoindre les Rockies, ce ne sera pas très, très long. Hagen Smith, qui avait été le 5e choix, c'est les White Sox de Chicago. Smith, Marc, il y a beaucoup d'étoffes. C'est son contrôle. Mais je pense qu'on va le voir éventuellement avec les White Sox. Est-ce que ce sera cette année? On verra. Et l'autre qui n'a pas fait ses débuts, c'est un jeune du nom de... C'est pas des blagues, là, son prénom, c'est Seaver. Donc, Seaver King, qui avait été repêché par les Nationals de Washington. C'est un joueur d'arrêt-court. Écoute, lui, il est de la pépinière de la région de la Géorgie, de la région d'Atlanta. On sait que c'est une région qui a produit énormément de joueurs de qualité au cours des dernières années. C'en est un autre, c'est le 3e qui arrive de Wake Forest. Marc, il n'a pas produit beaucoup depuis le début de sa carrière dans le baseball mineur, sauf que dans la Ligue d'automne, il a été un des meilleurs frappeurs. Donc, c'est de nature, ça, à vraiment ravir, tu comprends, l'organisation des Nationals de Washington. C'est très, très prometteur, comme tu le mentionnes, Marc. Puis, le seul bémol que je vois dans tous ces changements, là, dans ces joueurs, on en a déjà parlé, c'est que malheureusement, on va échapper des gars qu'on ne pêchera pas tout de suite, puis que ces gars-là vont peut-être être moins tentés d'aller dans le baseball indépendant. Disons-le, lorsque tu es dans le baseball affilié, tu es mieux entouré, tu n'as plus d'instructeurs, tu es appuyé par une organisation qui veut voir ce que tu es capable de faire. C'est peut-être un appel ou deux d'être dans le baseball majeur, alors que dans la Ligue indépendante, il faut que tu aies un appel pour aller dans le baseball affilié, pour après faire ton chemin. Là. Mais c'est quand même impressionnant de voir tous ces gars-là, 6 sur 10 là, en premier, puis regarde, pratiquement une dizaine de joueurs déjà dans le baseball majeur. Là. 2024, Alain, c'est le repêchage de 2024. C'était hier, ça. Ça fait pas longtemps. Je trouve extraordinaire. Ouais. Maintenant, les matchs de la semaine télévisés à RDS. Présentation de Lester's, maître des hot dogs et du smoke meat depuis 1931. Un match, un barbecue, un simple festin en famille. Toutes les occasions sont rêvées pour déguster les produits Lester. Lester qui est toujours au rendez-vous disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs cette semaine, donc on reprend notre horaire normal. Lundi, Milwaukee-Boston en direct du Fenway Park, c'est à 18h30 à RDS 2. Mercredi, on verra les Mets de New York à domicile contre les Diamondbacks de l'Arizona. C'est à compter de 19h à RDS. Et dimanche, le 12 avril à RDS 2, 19h, les Braves d'Atlanta qui vont accueillir les Guardians de Cleveland. Donc, une semaine pleine en ce qui nous concerne. Merci d'être des nôtres et de nous suivre. On se souhaite une très belle semaine de baseball. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.